Bonjour à tous. Dans le cadre de cette synthèse pour la session environnement des 50e journées de la recherche porcine, je vais vous parler du projet ELF. Donc ELF qui signifie élevage et facteurs d'émissions, qui est un projet qui consiste à analyser l'ensemble des émissions gazeuses des systèmes d'élevage, toutes espèces confondues. Donc ce projet regroupe environ une vingtaine d'acteurs de la recherche et du développement, donc issus de différents organismes dont les logos sont représentés ici. Donc, ce projet a été financé par l'ADEME et par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et il se poursuit aujourd'hui grâce à un financement ANR. Donc, même si ce projet concerne l'ensemble des systèmes d'élevage toutes espèces et également toutes les émissions gazeuses associées à ce secteur, dans le cadre de cette synthèse, on va uniquement s'intéresser aux émissions d'ammoniac qui proviennent de l'élevage porcin lorsque les animaux sont au bâtiment et lors du stockage extérieur de leurs effluents. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques éléments de contexte dans lequel a émergé ce projet. Donc d'après le CITEPA, qui est le Centre interprofessionnel technique de la pollution atmosphérique et qui réalise donc chaque année un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en France, l'agriculture serait responsable de 78% des émissions d'ammoniac. Donc au sein du secteur de l'agriculture, l'élevage contribuerait à 65% de ces émissions et parmi les émissions liées à l'élevage, 10% seraient attribuables à la filière porcine. Donc ces chiffres montrent bien l'enjeu environnemental très important lié à l'élevage autour des émissions de NH3. Donc dans le but de réduire les émissions atmosphériques, différents dispositifs réglementaires ont été développés. Donc notamment à l'échelle internationale avec la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance et via le protocole de Göteborg. Donc au niveau européen également, où deux directives ont également été développées, donc la directive NEC qui fixe des plafonds d'émissions par État membre, ainsi que la directive IED qui liste les techniques à mettre en œuvre pour réduire les émissions dans certains secteurs d'activité, dont l'élevage de porcs et de volailles. Donc quelques mots maintenant très rapidement sur l'ammoniac. Il s'agit donc d'un polluant atmosphérique puisqu'il participe à la formation de particules et il contribue également à l'acidification et à l'eutrophisation des milieux. Donc l'ammoniac étant une réelle problématique au niveau de l'environnement, on a donc besoin de quantifier et de caractériser les émissions de ce polluant, mais également d'essayer de mettre en place des techniques de réduction afin de limiter les émissions, et ceci, ça passe notamment par la compréhension des processus de production de ce gaz. Donc, en effet, la production du NH3 gazeux résulte de trois processus successifs que sont l'uréolyse, la dissociation et la volatilisation. Ces différents processus sont influencés par différents facteurs, tels que la température par exemple, ou encore le pH. Donc, l'identification de ces différents facteurs d'influence à ce stade est primordiale dans le cadre du projet ELF, puisqu'ils nous permettent de nous aiguiller sur les informations à prendre en compte dans la caractérisation des émissions, ce qui nous a notamment aidé à élaborer la structure de la base de données ELF, dont je vais vous parler juste après, en intégrant au sein de cette base des colonnes propres à l'identification, à l'information de ces facteurs, ou encore indirectement via le renseignement dans d'autres colonnes de certaines métadonnées qui vont nous informer indirectement sur ces différents facteurs. Donc notamment en apportant des informations sur la description précise des systèmes d'élevage. Donc justement, au niveau du projet ELF et de sa démarche méthodologique, la première étape et donc le premier objectif, ça a donc consisté à élaborer la structure de la base de données permettant de compiler les valeurs d'émissions gazeuses publiées dans la littérature internationale. Donc, en parallèle de cette première étape de construction de la base, les références bibliographiques à l'échelle internationale ont été collectées. Et ensuite, ces différentes informations au sein des références bibliographiques ont été saisies au sein d'une base de données qu'on appelle ici la base de données de saisie. À partir de laquelle, donc, les différents facteurs d'émission saisis ont été convertis vers des unités de référence. Les données qualitatives ont été homogénéisées de façon à ce qu'elles soient analysables. Et les autres données quantitatives, donc autres que les valeurs d'émission, en fait, ont également été converties vers des unités communes de façon à pouvoir les comparer également. Donc l'objectif final, à partir de cette base de données qui contient des données donc analysables, c'est donc de calculer des facteurs d'émission
associé donc à un écart type qui caractérise donc soit un itinéraire technique ou encore par production animale, voire même par poste. Donc, sachant qu'un facteur d'émission se définit donc comme étant le ratio entre une quantité de polluants atmosphériques émis par un objet et la valeur caractéristique de l'objet qui mesurée dans l'unité qui le définit mieux. Donc, la base de données ELF permet d'aboutir à cet objectif de facteur d'émission caractéristique d'un itinéraire technique, puisqu'elle ne compile pas uniquement des facteurs d'émission, et loin de là, car il s'agit aussi d'une base de données riche en métadonnées, puisqu'elle peut contenir jusqu'à 676 métadonnées au bâtiment, donc pour toutes les espèces, et 265 métadonnées au stockage. Donc ces métadonnées peuvent par exemple concerner des informations sur la géographie, sur le climat, sur les pratiques d'élevage ou encore même sur la métrologie. Donc à partir de cette démarche méthodologique qui a été élaborée, l'objectif final c'est bien de produire des facteurs d'émission pour des itinéraires techniques précis pour les 3 productions animales, donc pour les bovins, les porcs, mais également pour les volailles, et au niveau des différents postes d'émission. Donc lorsque les animaux sont au bâtiment ou au pâturage, mais également lors du stockage extérieur de leurs effluents, lors du traitement de ces effluents, voire même lors de l'épandage des effluents produits. Donc pour alimenter cette base de données, un travail de collecte de références bibliographiques a donc été réalisé. Cette collecte a d'abord débuté par la mise en commun des références des acteurs du RNT élevage et environnement, puis par l'actualisation de cette liste sur Web of Science. Donc cela nous a permis de collecter environ 1000 références bibliographiques qui couvrent la période de 1981 à 2017. Donc, si on regarde ces références, la majorité d'entre elles concernent des articles de revues scientifiques, donc à hauteur de 65% des références collectées, mais elles peuvent aussi se présenter sous d'autres supports, tels que des actes de colloques ou encore des rapports, par exemple. Si on regarde maintenant la répartition de ces références par production, on voit que la filière porcine concerne presque la moitié des références collectées. Au niveau de la répartition par poste d'émission, le bâtiment, donc pour toutes les espèces, concerne également quasiment la moitié des références, donc à hauteur de 44% des références collectées, et le poste stockage, 28% des références collectées. Donc maintenant qu'on a expliqué ce qui était ELF et donc ce qui l'alimentait, on va regarder plus spécifiquement les données qui ont pu être saisies pour la production porcine. Donc tout d'abord au bâtiment, 1754 facteurs d'émission ont été saisis dans la base et donc qui sont issus de 151 publications différentes, donc parmi lesquelles quasiment la moitié des facteurs concernent l'ammoniac pour 142 publications. Donc si on caractérise donc ces saisies, 80% d'entre elles concernent le stade physiologique donc pour le porc en engraissement, 53% sont sur un système en caillebotis intégral, dont 70% avec une évacuation gravitaire, avec 83% de la fréquence qui se fait donc en fin de bande. Au niveau du post-stockage, 1058 facteurs d'émission ont été saisis à partir de 79 publications différentes, dont 39% concernent l'ammoniac. Parmi ces saisies, 80% concernent des systèmes lisiers, dont 27 sont des systèmes couverts et 10% des systèmes fumiers. Donc, sachant que les 10% restants concernent en fait le stockage des fluides liquides ou solides traités. Donc, à partir de cet outil, c'est-à-dire du support ELF et également des données saisies sur la production porcine, on va donc essayer d'en savoir plus sur les émissions gazeuses en se demandant concrètement ce que ELF peut apporter pour construire de nouveaux facteurs d'émission d'ammoniac en élevage porcin. Donc, dans les diapositives qui vont suivre, des comparaisons vont être réalisées entre les premiers résultats obtenus dans le cadre du projet ELF avec des valeurs publiées dans différents documents officiels de référence. Donc justement, ces documents ne seront pas toujours identiques sur chacune des diapositives, car la mobilisation des données de ces documents dépend en fait du format dans lequel les valeurs sont proposées. Et justement, cette difficulté de comparaison des valeurs d'émission entre les différentes sources de la littérature a été l'un des premiers constats qui a motivé l'émergence du projet ELF.
Donc, tout d'abord, une première exploration de la base de données nous a permis de calculer des moyennes d'émissions pour des itinéraires techniques précis à partir de moyennes issues de différentes valeurs publiées dans la littérature. Donc ici, pour les valeurs d'émissions mesurées au bâtiment, donc avec une distinction par stade physiologique, des premières moyennes ont été calculées pour une configuration d'élevage standard, c'est-à-dire sur caillebotis intégral, avec stockage des déjections sous les animaux pendant toute leur durée de présence. Donc les valeurs obtenues dans ELF sont comparées à celles publiées dans l'UNES, donc de Bittman et al. En 2014, qui propose un bilan sur les émissions d'ammoniac liées à l'élevage. Elles sont également comparées aux valeurs de l'EMEP, qui est un programme qui fournit chaque année un inventaire des émissions de polluants atmosphériques, et également à celles dans le BREF, qui constitue un document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour les élevages avicoles et porcins. Donc ce graphique montre que les moyennes obtenues à partir de la base de données ELF sont dans les mêmes gammes que les valeurs publiées dans les différents documents officiels de référence, donc ce qui montre notamment la pertinence des données collectées par rapport à celles mobilisées pour faire les moyennes des documents de référence. Donc cependant, ce graphique montre aussi qu'il y a des écarts-types associés aux moyennes du projet ELF, ce qui représente notamment la plus-value des données issues de ce projet, car les moyennes des documents de référence ne sont, elles, pas associées à un écart-type. Donc justement, ces écarts-types sont quand même relativement importants, puisqu'ils couvrent l'étendue des gammes de référence, donc excepté pour les valeurs de l'EMEP représentées ici en jaune. Donc on voit en effet pour ces valeurs de l'EMEP que malgré l'écart-type associé aux moyennes, pour les truies en gestation et pour les porcelets en post-sevrage, les moyennes que nous obtenons à partir des données de ELF restent en dessous des moyennes proposées par l'EMEP. Donc ça s'explique notamment par le fait que ce programme présente uniquement deux valeurs d'émission, une valeur unique pour les truies et une valeur unique pour les porcelets en post-sevrage et pour le porc en empassement. Donc le même travail a été réalisé pour les émissions en stockage, avec ici une distinction par type d'effluent produit. Donc les moyennes obtenues dans ELF sont comparées encore une fois à celles de l'EMEP et cette fois-ci aux valeurs présentées dans le document publié par le RMT Élevage et Environnement en 2016, qui concerne en fait une actualisation des références sur les rejets des porcs publié en 2003 par le CORPEL, donc qui est le Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Donc, ce graphique pour les émissions en stockage montre que les moyennes obtenues à partir de la base de données ELF sont également cohérentes en comparaison à celles des documents officiels de référence, mais on observe, comme pour le bâtiment, des écarts-types qui sont relativement importants. Donc, justement, ces écarts-types montrent la nécessité d'étudier de plus près les facteurs de variation à l'origine de ces écarts-types. Donc, j'ai listé ici les différents facteurs de variation des émissions d'ammoniac connus par la littérature scientifique, sachant qu'à ce stade du projet, des analyses statistiques sont en cours de réalisation pour identifier la significativité de ces facteurs de variation à partir des données saisies dans la base. Donc, les principaux facteurs reconnus au bâtiment concernent le type de sol, la gestion des effluents, les conditions d'ambiance, qui, par la température, a pu être identifié comme un facteur d'influence à partir des données de la base ELF, et également la conduite alimentaire qui a été analysée via la teneur en MAT des aliments, qui semble aussi être significative au niveau des données de ELF. Au niveau des stockages, les principaux facteurs de variation concernent les conditions climatiques extérieures, la surface d'émission, la composition chimique des effluents, les caractéristiques physiques des effluents et également la couverture ou non de l'ouvrage de stockage. Donc, à ce stade, comme pour au bâtiment, seuls les facteurs quantitatifs ont pu être analysés et la température, donc par rapport aux conditions climatiques extérieures, semble être un facteur significatif, ainsi que la teneur en azote et en than des effluents. Les autres facteurs n'ont pas pu être identifiés pour le moment. En parallèle de ça, les premiers traitements de la base de données ELF ont également permis d'étudier les pratiques de réduction des émissions. Donc, dans un premier temps, seules des moyennes ont été calculées en comparant la moyenne d'un itinéraire technique standard à la moyenne des émissions concernant une des pratiques de réduction.
Donc, les moyennes obtenues ont donc été comparées à celles de l'UNES, qui rapporte en plus de son bilan sur les émissions d'ammoniac, qui rapporte donc l'efficacité des techniques et des stratégies de réduction des émissions. Et les valeurs de ELF sont également comparées à celles du Guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage, publié en 2010, qui est un document qui recense pour chacune des productions et des postes d'émission les différentes bonnes pratiques et indique pour chacune d'entre elles une gamme de diminution de ces émissions. Donc, ce tableau montre qu'on obtient on obtient des taux d'abattement relativement cohérents à partir de la base de données ELF en comparaison à ces deux documents. Donc, sachant qu'à terme, l'objectif sera potentiellement de proposer également des fourchettes de pourcentage d'abattement. Au niveau du stockage, le même travail a été réalisé, sachant que pour ce poste, la principale bonne pratique environnementale d'élevage qui puisse être appliquée concerne la couverture des ouvrages de stockage. Donc, ces couvertures peuvent être rigides ou souples, et on voit que dans les deux cas de figure, les taux d'abattement obtenus dans ELF sont dans les gammes proposées dans le guide BPE, donc à 2% au-dessus de la valeur haute proposée dans le guide pour les couvertures souples. Donc, en plus de ces premiers résultats que je viens de vous présenter, ELF permet aussi de dresser en fait un bilan des informations qui sont nécessaires pour que les valeurs d'émissions publiées puissent être valorisées. Et ce projet permet également de vérifier donc si ces informations sont bien renseignées dans les publications. Donc en effet, deux types d'informations se sont révélés être indispensables dans le cadre des analyses pour le projet ELF. Donc d'abord les métadonnées nécessaires à la conversion des unités des vecteurs d'émission, mais également les informations sur la caractérisation des itinéraires techniques. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les unités des vecteurs d'émission, on a obtenu une grande hétérogénéité de ces unités, puisque pour les saisies concernant le bâtiment, donc pour les facteurs d'émission d'ammoniac, 60 unités différentes ont été saisies dans la base. Pour le stockage, 39 unités ont été utilisées. Donc cette grande diversité cette grande diversité des unités des facteurs d'émission montre bien qu'il a été nécessaire finalement de définir des unités de référence afin de convertir les facteurs d'émission pour les rendre comparables et pouvoir les analyser. Donc, par exemple, au bâtiment, les trois unités de référence qui ont été définies remplissent des rôles différents. Donc, la première, par exemple, permet de comparer les espèces entre elles en exprimant les facteurs d'émission par livestock unit. La deuxième unité permettra de représenter plutôt le cumul des pertes d'azote associées à chaque poste d'émission. Et une troisième unité plus réglementaire en exprimant par exemple les émissions d'ammoniac en kilos d'ammoniac par place et par an. Donc le même travail de conversion a été réalisé au stockage et ceci nous a permis donc au bâtiment de convertir 70% des facteurs d'émission vers au moins une des trois unités de référence. Ensuite, au niveau de la caractérisation des itinéraires techniques, tout comme pour les unités utilisées pour les facteurs d'émission, une grande hétérogénéité de niveau de description a été observée dans les différentes publications collectées. Donc, l'objectif de ELF étant d'avoir une description fine des systèmes associés aux facteurs d'émission, puisque l'objectif c'est bien de fournir des facteurs d'émission plus spécifiques afin d'améliorer les inventaires. Des différents itinéraires techniques ont été préalablement définis pour y associer donc les facteurs d'émission. Donc, à la suite de ces analyses, 61% des facteurs d'émission liés au poste de bâtiment ont pu être caractérisés au niveau de détail souhaité afin de les associer à un des itinéraires techniques. Au stockage, ce chiffre de cette conversion s'élève donc à 72% des facteurs d'émission saisis initialement. Donc, si on regarde maintenant graphiquement le bilan sur ces informations disponibles dans la littérature, on voit déjà au bâtiment la perte du nombre de facteurs d'émission exploitables due dans un premier temps aux critères sur la caractérisation d'itinéraire technique. Donc, on arrive à 61%, comme je vous l'ai dit juste avant, et à 39% lorsque l'on ajoute à cela les données nécessaires à la conversion des facteurs d'émission vers des unités de référence. La même chose au stockage, où avec les critères de l'itinéraire technique, donc pour arriver ici à un niveau par catégorie animale, on arrive donc à 72% des facteurs d'émission exploitables et on descend à 57% lorsque l'on ajoute la conversion des facteurs d'émission vers des unités de référence. Donc ces deux graphiques
montre que ELF permet bien de mettre en évidence l'absence de paramètres indispensables dans les références bibliographiques afin d'aboutir à terme à des valeurs d'émission comparables. Donc en conclusion, on voit que ELF a permis d'une part de calculer des moyennes d'émission pour des itinéraires techniques standards, donc en ce qui concerne les facteurs d'émission d'ammoniac, également de calculer des pourcentages d'abattement de ces émissions pour différentes pratiques de réduction, que les résultats de ELF sont cohérents avec les valeurs des documents officiels de référence, mais que des écarts-types importants ainsi que des différences ont été obtenus. Donc, ces différences et ces écarts-types importants attestent de l'apport de connaissances par la base de données ELF, ce qui montre bien la nécessité d'analyser plus finement la description des itinéraires techniques afin d'identifier les facteurs de variation à partir des métadonnées de ELF. On espère donc qu'en définissant le plus précisément possible les itinéraires techniques et en analysant de plus près donc, les facteurs de variation, on réussira donc à réduire la variabilité intra-classe associée aux émissions calculées. Donc, au niveau des perspectives d'utilisation, différentes utilisations sont possibles à partir de cette base de données. Donc, calculer des moyennes d'émission par itinéraire technique défini par expertise, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Mais également, des moyennes d'émission peuvent être calculées par itinéraire technique défini préalablement par traitement statistique. Donc, c'est-à-dire ici à partir d'un test ANOVA, par exemple, de façon à montrer la pertinence statistique des échantillons d'analyse, ou encore calculer des moyennes d'émission en fonction de critères de qualification des données. Donc, c'est-à-dire qu'on attribuerait à chaque facteur d'émission une note qui qualifierait de ces données au niveau de la complétude, mais aussi au niveau des méthodes de mesure utilisées pour calculer le facteur d'émission. Donc, toutes ces utilisations, toujours dans les mêmes objectifs, de contribuer à l'actualisation des valeurs officielles d'émission et également à l'actualisation du guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage. Donc, au niveau des perspectives d'application, ces analyses doivent également s'appliquer aux autres productions animales, donc pour les bovins et pour les volailles, pour les autres postes d'émission, donc au pâturage, pour le traitement des effluents et pour l'épandage des effluents, et également pour les autres composés. Donc, pour le N2O, mais également pour le CH4, pour le dioxyde de carbone, pour les particules et pour les odeurs. Je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier l'ADEME et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour leur soutien financier.